AMA, A.M.A. En 1847, lorsque l'American Medical Association AMA a été fondée aux États-Unis, le nombre d'homéopathes était le double des allopathes, les médecins de l'AMA. Dès le début, l'AMA a prouvé qu'elle n'était qu'un lobby commercial organisé dans le but d'étouffer la concurrence et d'évincer les homéopathes de la pratique. En 1904, l'American Medical Association forma un conseil de l'enseignement médical pour organiser le mouvement de réforme dans l'enseignement médical. Ce conseil se mit à inspecter les 162 écoles de médecine des États-Unis et du Canada, soit plus de la moitié de toutes les écoles de la médecine du monde. 3 ans plus tard, le conseil de l'AMA publiait un rapport confidentiel. Il notait que les meilleures écoles s'amélioraient, certes, mais que malgré les efforts considérables de nombreux réformateurs, le rythme n'était pas assez rapide. Ce rapport eut un certain effet. En un an, 57 écoles de médecine commencèrent à demander à leurs candidats au moins une année d'études supérieures. En 1907, l'AMA demande à la Fondation Carnegie de mener une enquête auprès de toutes les facultés de médecine du pays. Déjà à cette époque, les Rockefeller avaient obtenu un contrôle substantiel des activités de la Fondation Carnegie, qui n'a cessé de se consolider depuis lors. La Fondation Carnegie a nommé un certain Abraham Flexner pour diriger son étude de la médecine. Par coïncidence, son frère, Simon Flexner, était à la tête du Rockefeller Institute of Medical Research. Abraham Flexner s'est joint également à la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, fondation pour promouvoir l'enseignement en 1908, où il servit jusqu'à sa retraite en 1928. En 1910, William Welch sera le président de l'American Medical Association. La même année, le rapport Flexner fut achevé. Après de nombreux mois de voyages et d'études, il a été révélé plus tard que la principale influence sur Flexner avait été son voyage à Baltimore. Il était diplômé de l'université Johns Hopkins. 27 février 1902, John D. Rockefeller, Sr. annonce donner 1 million de dollars pour l'inauguration d'un programme éducatif. Ainsi est né le Conseil général de l'éducation. La General Education Board, Direction générale de l'éducation, a été incorporée par une loi du Congrès qui a eu lieu le 12 janvier 1903. Leur objectif principal étant la promotion de l'éducation aux États-Unis d'Amérique sans distinction de race, de sexe ou de croyance. La famille Rockefeller finira par donner plus de 180 millions de dollars pour financer le General Education Board. Les 180 millions de dollars ont été principalement utilisés pour soutenir l'enseignement supérieur et les écoles de médecine aux États-Unis et pour améliorer les pratiques agricoles dans le Sud. Le conseil était composé de 17 membres et avait son siège à New York. En 1920, le président était Wallace Buttrick et le secrétaire Abraham Flexner. Flexner passa une grande partie de ses recherches à l'université John Hopkins pour finaliser son rapport. Il conclut, après une longue enquête, que 98% des facultés de médecine américaines étaient très loin d'être conformes aux normes de facultés européennes. La plupart des médecins américains, en dehors des immigrants déjà formés en Europe, étaient formés de façon très aléatoire dans des conditions approximatives, ce qui ne les empêchait pas de se prétendre docteurs en médecine. Beaucoup de médecins étaient à l'origine des soignants baptisés infirmiers qui avaient fait leur expérience sur le terrain de la guerre civile américaine 1862 à 1865, en étant parfois formés sommairement par des médecins ayant eux-mêmes reçu leur formation auparavant en Europe avant d'immigrer aux USA. Le pays ayant un grand besoin de développement, notamment avec la conquête de l'Ouest, les autorités étaient peu regardantes sur la compétence de ces praticiens. Aussi, la plupart des médecins post-Civil War étaient en fait des praticiens éduqués par d'autres médecins au cabinet privé. Le rapport Flexner fait même état de certains cas scabreux d'enseignement de la médecine dans des conditions déplorables et non scientifiques. Avec ce rapport, la plupart des écoles de médecine ont été fermées et une réorganisation sérieuse mise en place, une norme et un enseignement rigoureux de haut niveau. Toutes les écoles de santé qui perdurent par la suite pour les médecins, dentistes, chiropraticiens, ostéopathes, infirmiers, etc., se devaient d'être conformes à la nouvelle norme. Avec le tollé suscité par le rapport Flexner, le Conseil de l'enseignement médical
de Lama commença à classer les écoles. Dans la classe A figuraient celles jugées pleinement satisfaisantes, dans la classe B celles qui pouvaient être sauvées, et dans la classe C celles qui avaient besoin d'une réorganisation complète. Les écoles détenues et gérées par des professeurs étaient automatiquement classées C. Moins de 4 ans après la publication du rapport Flexner, 31 États refusaient de reconnaître les licences des nouveaux diplômés des établissements de classe C, ce qui eut pour effet de tuer ces écoles. La solution de Flexner était simple: rendre l'enseignement si élitiste, si coûteux et si long que la plupart des étudiants ne seraient même pas autorisés à envisager une carrière médicale. Flexner influença l'orientation de ce changement en définissant un modèle. Le modèle des écoles qui survécurent était celui de Johns Hopkins. Au fur et à mesure que les exigences du rapport Flexner sont devenues effectives, le nombre d'écoles de médecine a rapidement diminué. À la fin de la Première Guerre mondiale, le nombre d'écoles de médecine est passé de 650 à seulement 50. Le nombre de diplômés annuels a été ramené de 7500 à 2500. Le rapport Flexner eut un autre effet, celui d'accélérer considérablement le flux de fonds philanthropiques vers les écoles de médecine. Le plus grand donateur resta la fondation Rockefeller, mais John D. Rockefeller continua à consulter son homéopathe. L'adoption des restrictions de Flexner permet la mainmise du monopole médical aux États-Unis, notamment avec un important lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Le New York Times a rapporté qu'en 1985, le New York Times a rapporté qu'en 1985, le coût des soins de santé par personne aux États-Unis était de 1800 dollars par an. En Angleterre, de 800 dollars et au Japon, de 600 dollars par an. Pourtant, l'Angleterre et le Japon se classent tous deux au-dessus des États-Unis sur l'échelle de qualité des soins médicaux. En 2018, selon les statistiques de l'OCDE et de la BCE, le coût des soins de santé par personne aux États-Unis s'élève à 10 660 dollars par an. En Angleterre, 4 097 dollars par an. D'où provient cette énorme différence? Pour revenir sur l'Institut Rockefeller, ceux qui la créèrent avaient toujours eu l'intention de faire construire un petit hôpital affilié pour étudier les maladies. Aucun patient ne paierait pour le traitement et seuls ceux qui souffriraient des maladies étudiées seraient admis. Une philanthropie qui en réalité cache une envie de Kobe pour le développement de traitements qui produiront une source de finances. C'était bien ce que s'était imaginé William Welch, Simon Flexner, Frederick Gates et John D. Rockefeller, mais ils n'avaient pas prévu ce que Rufus Cole, le premier directeur de l'hôpital, leur imposa. Le père et les oncles de Cole étaient médecins et à Hopkins, le professeur Lewis Barker avait créé des laboratoires à côté des salles des patients pour étudier les maladies et non plus seulement effectuer des tests de diagnostic. Là, Cole avait fait des recherches pionnières. Les idées qui sont ressorties de ces expériences allaient influencer la conduite de la recherche clinique, celle qui utilise des patients plutôt que des tubes à essai ou des animaux jusqu'à aujourd'hui. Flexner, lui, voyait l'hôpital comme un terrain d'essai pour les idées, des travaux en laboratoire. Les scientifiques contrôleraient les thérapies expérimentales. Les médecins traitant les patients ne feraient guère plus que jouer le rôle d'un technicien s'occupant d'un animal de laboratoire. Cole voyait les choses autrement. Il ne voulait pas que l'hôpital et ses médecins servent, pour citer Rivers, de domestiques. Lui et ses gars n'allaient pas tester les idées de Noguchi, de Meltzer et ou de Levens. Cole était catégorique. Ce sont les personnes qui s'occupent des patients qui font les recherches sur eux. L'Institut Rockefeller appliqua les méthodes scientifiques pour les soins de patients, créant le modèle de la recherche clinique suivi aujourd'hui par le plus grand centre de recherche médicale au monde, le centre clinique des National Institutes of Health à Bethesda, dans le Maryland. C'est ce modèle qui a permis aux chercheurs d'apprendre. L'hôpital de l'Institut Rockefeller ouvrit ses portes en 1910. Dans les années 1910, Flexner proposa à Welch d'incorporer l'ensemble de l'Institut Rockefeller dans l'armée. Welch transmit l'idée à Gorgas, et l'adjoint de Gorgas répondit à Flexner: l'unité sera organisée comme vous le souhaitez. L'Institut Rockefeller devint donc le laboratoire auxiliaire numéro 1 de l'armée. Il n'y aurait pas de numéro 2. Tout le travail mené à l'Institut fut redéfini. Presque toutes les recherches s'orientèrent vers des sujets en rapport avec la guerre ou vers l'instruction. Certains enseignaient
La bactériologie. Un biochimiste étudiait les gaz toxiques. Un autre chimiste recherchait comment obtenir, à partir d'amidon, de l'acétone qui pourrait être utilisé à la fois pour fabriquer des explosifs et pour raidir les tissus qui recouvrent les ailes des avions. Peyton Roos, qui avait déjà effectué les travaux qui lui vaudraient le prix Nobel des décennies plus tard, réorienta ses recherches vers la conservation du sang. Il mit au point une méthode encore utilisée aujourd'hui qui conduisit à la création des premières banques de sang sur le front en 1917. John D. Rockefeller a financé la création du Pékin Union Medical College, PUMC. Welch a aidé à définir les objectifs de cette école de médecine de style occidental qui se consacrait à la recherche, à l'enseignement prémédical et à la formation clinique. Il espérait qu'il deviendrait le John Hopkins en Chine. Le PUMC a été réorganisé en 1917 et a célébré son 90e anniversaire avec une cérémonie à laquelle ont assisté le président de l'université John Hopkins, le président du China Medical Board et des représentants de la famille Rockefeller et du Rockefeller Brothers Fund. Eau contaminée grâce au procès, grâce au, je vais y arriver, eau contaminée grâce au progrès de l'analyse physico-chimique, la présence de traces de substances médicamenteuses et de leurs dérivés ou métabolites a été largement établie à l'échelle mondiale, en particulier dans les eaux superficielles et souterraines, dans les eaux résiduaires, dans les eaux des stations d'épuration utilisées en épandage agricole et dans les sols. Ces résidus s'ajoutent aux nombreuses substances non médicamenteuses liées aux activités humaines, également présentées dans l'environnement, telles que les produits phytosanitaires, détergents, hydrocarbures, métaux, etc. Selon les substances médicamenteuses et les différentes catégories d'eau, les concentrations retrouvées varient dans une gamme allant du nanogramme par litre dans les eaux superficielles douces ou marines, les eaux souterraines et les eaux destinées à la consommation humaine, jusqu'au microgramme, voire à plusieurs centaines de microgrammes par litre dans les effluents et les eaux résiduaires, avec des variations spatio-temporelles dépendant des activités humaines. La situation est très inégale selon les pays, en fonction de leur développement socio-économique, de l'accès de leur population aux soins et de leur réglementation. Deux catégories de sources d'émissions peuvent ainsi être identifiées. Les sources d'émissions poids, poids, poids diffuses consécutives au rejet de substances médicamenteuses et de leurs dérivés dans les urines et les fesses de la population humaine et des animaux de compagnie et d'élevage ou aux déchets des usagers. Les sources d'émissions ponctuelles liées au rejet de l'industrie chimique fine, de l'industrie pharmaceutique, des établissements de soins, des élevages, industries, animaux et piscicoles, ou aux épandages des boues des stations d'épuration. Les rejets des établissements de soins représentent une situation particulière en raison du nombre de malades traités, de la quantité et de la diversité des médicaments utilisés, notamment des anticancéreux, des anesthésiques. L'éventualité de risques sanitaires pour l'homme dû à l'exposition des populations aux résidus de substances médicamenteuses n'est pas encore suffisamment documentée et leur présence dans les eaux superficielles et souterraines, voire dans l'eau du robinet, peut inquiéter. L'exposition à de tels résidus par des eaux destinées à la consommation humaine dépend à la fois de la qualité des ressources utilisées et de l'efficacité de leur traitement de potabilisation. Des traces de substances médicamenteuses appartenant à une quarantaine de classes thérapeutiques ont été détectées dans les eaux superficielles, à la sortie des stations d'épuration en France, mais aussi sur tous les continents. Il a été démontré que le taux de destruction ou de rétention dans les boues des eaux résiduaires des stations d'assainissement était très variable selon les classes thérapeutiques et dans une même classe selon les substances de 30 à plus de 90%. Il a été aussi mis en évidence que des stations d'épuration pouvaient transformer certaines substances et leur redonner une forme biologiquement active. De plus, toutes les substances présentes dans les boues d'épuration peuvent théoriquement être transférées à l'homme après épandage sur les sols via les plantes alimentaires et ou les animaux d'élevage, mais ce risque d'exposition est insuffisamment documenté. Source. Politique de santé.fr.
Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.